Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons tous ensemble voir un exercice portant sur les murs de soutènement. Alors comme vous le voyez au tableau, là nous disposons donc de notre mur de soutènement. Notre mur de soutènement ici est tout simplement soumis à une surcharge Q1. Alors juste là au niveau du sol, au niveau du côté droit, donc du côté actif ici, nous avons donc une épaisseur de sol de 2 mètres partant de la surface, bien sûr, ici, qui est tout simplement sec. Donc ici, ce trait représente le niveau d'eau que nous avons, le niveau de saturation que nous avons ici. Alors, à partir de 2 mètres de profondeur, là, nous obtenons un sol saturé vu qu'il est gorgé d'eau. Donc, du côté gauche, donc du côté passif ici, nous avons un décalage de sol premièrement ici. Et juste au-dessus du sol ici, nous avons donc une distribution des charges Q2 également. Et bien entendu, ici, nous avons une épaisseur d'1 mètre de sol sec et par la suite, nous disposons également d'un sol saturé. Alors, comme donné ici, nous avons Q1 égale à Q2, les deux distributions des charges sont égales, de valeur 20 kPa, soit 20 kN par mètre carré. Alors ici, nous avons le poids volumique du sol sec ici, qui est de 16 kN par mètre cube. Ici, nous avons le poids volumique ici du sol saturé qui est de 20 kN par mètre cube. Et là, nous avons également le poids volumique du béton qui est dans ce cas égal à 25 kN par mètre cube. Alors, comme dernier élément, nous avons ici l'angle de frottement de notre sol ici qui est tout simplement phi prime égal à 30 degrés. Alors, dans cette première partie, nous allons donc commencer par évaluer l'ensemble des charges horizontales et verticales qui sont appliquées sur notre mur de soutènement. Notons ici que, avant d'y arriver, que les charges horizontales et verticales sont divisées en deux grands groupes. Le groupe des forces ou bien des charges ici stabilisantes et le groupe des charges forces moteurs. Comme vous l'aurez constaté dans l'une des vidéos que nous avons eu à faire sur cette chaîne, donc vous aurez le lien également en description, décrivant, donnant la différence entre charge motrice et charge stabilisante. Alors, maintenant, nous allons commencer par déterminer ou bien par représenter l'ensemble des distributions de charges horizontales premièrement. Alors, la distribution des charges due à la charge Q1, vu que notre charge Q1 ici est constante, est une distribution uniforme, je vous l'ai dit. Alors, sa distribution des charges sera tout simplement triangulaire comme ceci. Donc là, elle sera appliquée tout au long de notre but de soutènement. Donc là, nous avons une distribution de charges rectangulaire comme ceci. Par la suite, nous avons la distribution des charges due tout simplement à cette portion de sol sec ici. Alors, il faut noter ici que l'accroissement de la charge avec la profondeur est tout simplement linéaire. Cette distribution des charges due à notre portion de terre sec sera tout simplement triangulaire comme ceci. Donc là, nous avons sa courbe ici qui descend comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus que la distribution des charges due à cette portion de terre sec ici, cette portion de notre dessin ici, et la distribution des charges due également à notre sol saturé. Alors, ici, juste au-dessus de notre triangle que nous avons représenté là, nous savons que cette même portion de terre que nous voyons ici va donc exercer une charge uniforme sur cette deuxième partie, ou bien sur notre sol saturé. Alors, dû à cette charge uniforme, nous allons donc nous voir naître ici une distribution des charges horizontales sur notre mur de soutènement. Alors, d'où cette seconde représentation de notre deuxième charge ici. Donc, cette charge ici, je le répète encore, c'est dû à cette portion de terre située juste au-dessus de notre sol saturé. Donc, nous avons une distribution de charges là. Maintenant, notre sol saturé va également générer une distribution horizontale sur notre mur de soutènement qui va tout simplement être représentée comme ceci. Donc là, nous avons une toute autre distribution des charges. Alors, ceci, c'est ce qui est pour les distributions des charges horizontales sur le côté actif ici. Maintenant, en ce qui concerne le côté passif, là, nous avons également nous avons utilisé le même procédé. Donc là, j'aimerais d'abord apporter une petite précision ici. Ici, nous allons négliger l'ensemble des charges visant à rendre notre structure la plus stable possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous voulons vérifier la stabilité au glissement, au renversement de notre structure. Donc, nous devons utiliser notre structure dans un état critique. L'état critique ici, représente tout simplement l'état le plus instable possible.
Donc, car si dans l'état le plus instable possible, nous avons les conditions de stabilité, alors ces conditions de stabilité sont également valables dans le cas normal. Ce qui fait donc ici, nous allons négliger tout simplement toute action de cette deuxième distribution de charge Q2. Pourquoi? Parce que toute action de cette distribution de charge Q2 vise à rendre notre structure tout simplement stable. Car notre mur de soutènement est conçu pour supporter la Terre se trouvant du côté actif. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir donc deux types de charges ici. Cette première charge ici, qui sera également triangulaire, qui est tout simplement la charge due à notre Terre. Donc là, nous avons sa charge là comme ça, triangulaire également. OK? Donc là, nous allons représenter ça un peu plus petit comme ça. Maintenant, nous avons la charge également due à cette portion de terre sèche juste au-dessus. Ensuite, nous avons également la distribution des charges due à notre portion de terre saturée. Donc là, il ne nous reste plus qu'à nommer maintenant nos différentes charges. Donc là, nous allons noter ça PQ. Donc, distribution des charges horizontales due à la charge Q. Voilà la distribution des charges Q. Ici, nous allons noter celui-ci là. Poussée active 1. Celui-ci, nous allons nommer ça poussée active 2. Celui-ci là, ça sera nommé tout simplement poussée active 3. OK? Alors, il en est de même ici. Ici, nous allons avoir une poussée passive. Donc, disons que celui-ci sera la poussée passive ici, 1. Ensuite, celui-ci là, ça sera la poussée passive 2. Et l'autre aussi, ça sera tout simplement la poussée passive 3. OK. Ça, c'est ce qui est pour l'ensemble des charges horizontales. Maintenant, qu'en est-il des charges verticales qui sont appliquées à notre mur de soutènement? Alors, comme première charge verticale ici, nous sommes tentés à dire que la charge due à la distribution, à notre distribution de charge Q1 sera appliquée à notre mur de soutènement. Mais gardons en mémoire que cette charge-ci, si nous l'appliquons, cette charge vise à rendre ce mur de soutènement le plus stable possible. Donc, nous pouvons négliger cette charge verticale-là pour graver dans les conditions critiques, comme nous l'avons dit précédemment. Donc là, nous négligeons Q1. Deuxièmement, nous avons donc la poussée de terre ici. Donc, ces données ci pour un souci de lisibilité, nous allons donc les représenter ici en bas. Là, nous avons H1 égale à 2 mètres. Et là, nous avons notre H2 ici égale à 3 mètres. Donc là, nous pouvons effacer celui-ci et ramener notre H1 ici. Là, nous avons notre H2 juste là. Donc, comme première charge verticale ici, nous avons la charge due tout simplement à cette portion de terre sèche qui sera appliquée sur notre mur de soutènement. Alors, nous nommerons cette charge verticale W1. Par la suite, nous avons la charge due au sol saturé appliquée également à notre mur de soutènement sur cette portion-ci. Là, nous allons nommer celui-là W2. Maintenant, nous avons la charge propre de cette portion partie de notre mur de soutènement ici. Là, nous allons nommer ça W3. Et là, nous avons également la charge due à cette partie basse de notre mur de soutènement, donc à son pied. Là, nous allons nommer tout simplement celui-ci, W4 par exemple. Là, c'est W4 à ce niveau-là. Maintenant, du côté passif ici, donc là, nous avons un mètre ici. Du côté passif, nous avons uniquement la charge due à notre sol sec qui sera appliquée à notre mur de soutènement. Là, nous allons nommer celui-ci W5. Alors là, nous avons donc ainsi représenté l'ensemble des différentes charges que nous pouvons avoir ou bien que nous allons considérer sur notre mur de soutènement. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour le calcul